Bonjour à tous, chers visiteurs du Grand Marché de Québec et maintenant visiteurs du marché des insectes comestibles. Comme vous l'aurez remarqué, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui. On a des démonstrations culinaires directement dans la magnifique cuisine vitrée de Mycelium qui ont lieu là, à différents moments de la journée. Vous allez voir également le comité étudiant distribuer des bouchées pour tout le monde gratuitement. Donc, n'hésitez pas à goûter, poser des questions. Les gens sont là pour y répondre. On a une grosse équipe juste pour ça. On a également plusieurs conférences de vulgarisation et surtout plusieurs entreprises producteurs et transformateurs d'insectes du Québec qui sont situées au deuxième étage. Tout le monde est là pour vous présenter leurs produits, vous faire goûter. Donc, n'hésitez pas là, vraiment à poser toutes vos questions. C'est l'occasion de le faire. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter Louise Hénaud-Etier, directrice du Centre Terre, Eau et Environnement de l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique, qui va vous expliquer un petit peu, ben oui, les insectes, pourquoi en alimentation, mais surtout, quels sont les bienfaits pour l'environnement. Merci beaucoup, Louise, d'être avec nous aujourd'hui. Puis, bonne écoute. Vous pouvez venir dans les gradins là, directement pour écouter la présentation. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui pour cette présentation sur les insectes comestibles. Donc, je reconnais des visages. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Bonjour à ceux que je connais pas aussi. Je m'appelle Louise Noétier. Je travaille à l'Institut national de la recherche scientifique. En fait, on a un centre de recherche qui se spécialise dans la recherche sur l'eau, la terre et l'environnement. Donc, notre mission, c'est vraiment d'utiliser la recherche scientifique pour trouver toutes sortes de façons de protéger adéquatement notre planète. On a des gens qui voyagent en hélicoptère pour aller échantillonner de l'eau pour voir si dans l'eau, on pourrait trouver de l'ADN de poissons qu'il faut conserver parce qu'ils sont menacés. On a d'autres scientifiques qui étudient des images qui sortent des satellites pour faire des représentations de la Terre, pour cartographier les milieux humides. Mais comme vous vous en doutez, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de toutes sortes de recherches en environnement. Je suis là pour vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup et c'est le sujet des insectes comestibles. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui mangent des insectes partout sur la planète? En fait, dans à peu près tous les pays du monde, on mange des insectes. Il y aurait plus de 2000 espèces d'insectes qui sont comestibles. Et quand on pense aux insectes comestibles, on se dit souvent, mais c'est probablement des gens qui meurent de faim, qui mangent des insectes parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix, parce que des insectes, franchement, c'est dégoûtant, on ne voudrait pas en manger. Mais détrompez-vous. En fait, les gens qui mangent des insectes comestibles, c'est souvent parce que c'est délicieux, parce que c'est une tradition culinaire de là où ils viennent. Donc, il faut apprendre à connaître nos traditions culinaires pour avoir envie de manger ces insectes-là. Saviez-vous qu'en Amérique du Nord, on avait aussi des traditions culinaires de manger des insectes? Les gens ne sont pas nécessairement au courant de ça, mais ça fait depuis que le monde est monde, qu'on a des humains en Amérique du Nord, qu'on va manger les insectes. En fait, en Amérique du Nord, il y a environ 90 espèces d'insectes qui sont consommées. Donc, c'est beaucoup, ça. 90 en Amérique du Nord, tandis que dans le monde entier, il y a environ 2000 espèces d'insectes qui se consomment. Qu'est-ce qu'on mange comme insecte? Bien, c'est une énorme variété. Là, évidemment, moi, je suis une scientifique, alors j'ai mis les noms latins ici. On va vous en montrer quelques-uns. Coléoptera. Qu'est-ce que c'est des coléoptera? Ce sont les coléoptères ou des scarabées. Dans cette famille-là, il y a les ténébrions meuniers, par exemple. Vous en avez peut-être déjà goûté. C'est ceux-là qui sont sur la poutine, si vous avez la chance d'y goûter dans les dégustations. On a des diptères. Di, ça veut dire deux. Ptère, ça veut dire aile. Des insectes à deux ailes qui volent, qui nous tournent autour de la tête des fois quand on est en bateau. Ce sont les mouches. Donc, les mouches sont aussi des insectes délicieux à manger, croyez-le ou non, mais on aime mieux les manger quand c'est des bébés, parce que les ailes, c'est un peu fatigant quand on en a dans la bouche. Autres insectes qui se mangent, ce sont les lépidoptères. Lépidoptères, ça veut dire qu'ils ont des écailles sur leurs ailes. Qui sont les insectes magnifiques qui ont des écailles sur leurs ailes? Ça leur donne de belles couleurs. Ce sont les papillons. Félicitations, on en a qui suivent ici. Bravo! Alors, je vous raconte l'histoire du criquet mormon. En fait, dans les grands bassins des États-Unis, dans plusieurs États, autour du Nevada, l'Utah, la Californie, l'Oregon, le Wyoming, l'Idaho, il y a des grands lacs qui contiennent beaucoup de sel. Et il y a ces insectes-là,
ces sauterelles-là qui se déplacent en banc, ils vont manger les plantes. En fait, ils vont être des ravageurs des cultures aussi. Donc, des fois, là, ils arrivent, ils sont très, très, très nombreux. Et là, il y en a qui tombent dans le lac, poussés par le vent, parce qu'ils sautent n'importe où. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est salé. Ils meurent. Ils se retrouvent sur la berge, séchés au soleil. Donc, croyez-le ou non, les insectes avec une saveur, ils existent depuis fort longtemps. Les exposants ici n'ont pas inventé ça. C'est Mère Nature qui a inventé ces insectes salés-là et ils sont délicieux. Et en fait, ces insectes-là, ils ont permis aux colons de traverser l'Amérique du Nord sous les bons renseignements des peuples autochtones qui étaient présents ici. En fait, ça a aidé les colons à survivre en traversant l'Amérique du Nord. Peut-être qu'il n'aurait pas dû leur donner ces trucs-là, je ne sais pas, mais c'est fait. Donc ça l'a vraiment permis de survivre à l'établissement des premiers Européens qui sont arrivés en Amérique du Nord, parce que les peuples qui étaient ici savaient depuis longtemps que c'était une source de protéines absolument délicieuse. Ailleurs, en Amérique du Nord, bien, il y a aussi la région du Saint-Laurent. Pourquoi j'en parle? Bien, parce que c'est chez nous. Alors, dans la région du Saint-Laurent aussi, il y avait une tradition culinaire de manger des insectes. Est-ce que vous reconnaissez le gros insecte qu'il y a là? C'est quoi? C'est une fourmi. Mais c'est le genre de grosse fourmi. Qui sont les plus grosses fourmis qu'on a des fois dans nos maisons? Les fourmis charpentières. Bien, croyez-le ou non, ça faisait partie de l'alimentation traditionnelle de plusieurs communautés autochtones qui étaient dans la région du Québec et du Maine. On avait aussi des fourmis noires qui sont beaucoup plus petites. Là. Les petites noires, là, quand on les croque, ça goûte le vinaigre. En fait, elles sont riches en acide formique, donc ce sont des fourmis délicieuses à manger. Et on a des gens qui hochent la tête, on acquiesce, ça goûte bon les fourmis noires. Eh bien, les fourmis noires, elles étaient consommées non seulement comme des aliments, mais on les considérait aussi comme des médicaments. Alors, ce sont les Malécites au Nouveau-Brunswick qui avaient pour tradition d'aller secouer les arbres pour faire tomber les fourmis et non seulement s'en nourrir, mais aussi s'en servir comme remède traditionnel. Mais là, à quelque part dans tout ça, on a oublié que c'était intéressant de manger des insectes. Et on a développé une tradition culinaire fortement ancrée sur la consommation de viande. Et là, c'est problématique. Parce que produire de la viande de façon industrielle, ce n'est pas très efficace. En fait, les élevages de viande seraient responsables de 18 des gaz à effet de serre générés sur l'ensemble de la planète, ce qui est énorme. On vit dans un monde qui a des changements climatiques, on doit s'adapter, puis il faut trouver une façon de s'alimenter qui a un moins fort impact sur notre environnement. D'ailleurs, ce n'est pas seulement des gaz à effet de serre qu'on émet quand on produit de la viande, parce qu'il faut produire de la moulée. Donc, notre viande, elle va manger beaucoup de maïs, beaucoup de soya, qui sont des grandes cultures qu'on fait pousser dans des champs de façon intensive, sur lesquels on met beaucoup de fertilisants, beaucoup de pesticides. Et non seulement ça, c'est que ça occupe presque tout l'espace. Donc, il y a 70 de l'Amazonie qui est transformée en pâturage pour le bétail, alors que l'Amazonie, on le sait, c'est le poumon de la terre, c'est tellement une forêt riche. Il y a 30 de la terre qui sert à faire pousser de la nourriture pour le bétail. Donc, ce n'est même pas directement de la nourriture pour les humains, c'est de la nourriture pour le bétail. Et en parallèle, on produit beaucoup d'aliments qui ne se rendront pas nécessairement dans notre assiette. Il y a cette semaine, Recyc Québec a sorti une étude dans laquelle on dit qu'environ 40 des aliments au Québec sont gaspillés. Et ça, c'est énorme. On ne peut pas se permettre de gaspiller des aliments comme ça. Si le gaspillage alimentaire était un pays, bien, ce serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, juste derrière la Chine et les États-Unis. Donc, imaginez-vous, le gaspillage alimentaire devrait avoir son siège à l'ONU dans les négociations sur les changements climatiques, je pense, où on pourrait peut-être juste essayer d'éradiquer le gaspillage alimentaire. Dans un camion d'ordures, il y a plus de la moitié du camion qui sont des matières organiques. C'est quoi des matières organiques? C'est tout ce qui était un jour vivant. Alors, si on pense à un cœur de pomme, est-ce que c'est vivant un cœur de pomme? Bien, ça vient d'une pomme qui était dans un arbre. Donc, oui, c'était vivant, c'est de la matière organique. Alors, ces matières organiques-là, elles sont problématiques parce qu'elles sont volumineuses. Elles sont aussi lourdes parce qu'elles sont riches en eau et il faut bien les traiter.
Qu'est-ce qu'on fait en ce moment avec nos matières organiques? Bien, souvent, on va les envoyer à l'enfouissement. Ça, c'est un problème. On met des aliments sous terre, ils sont empilés en dessous de tonnes de plastique bien compactés, et là, il n'y a plus d'air qui peut se rendre pour faire la décomposition naturelle. En l'absence d'air, ces matières organiques-là ne vont pas se transformer en CO2, elles vont se transformer en CH4, du méthane, parce qu'on n'a pas d'oxygène. Le CH4, son autre nom, est-ce que quelqu'un le connaît? Le méthane, on l'appelle aussi du gaz naturel. Alors, en enfouissant nos déchets sous terre, on produit plein de gaz naturels, du méthane, qui causent les changements climatiques. C'est vraiment la pire pratique qu'on peut faire, ça, enfouir nos déchets. Et heureusement, au Québec, on est rendu un peu ailleurs. On fait maintenant beaucoup de compostage. Bien, le compostage, ça imite un peu ce qui se passe dans la nature. Donc, on a des micro-organismes décomposeurs qui vont prendre les cœurs de pommes et les autres matières organiques et qui vont les décomposer pour créer un genre de terreau noir qui est très bon pour fertiliser le jardin. Le problème ici, c'est qu'on prend de la nourriture qui est encore comestible et on la transforme en terre à jardin. Donc, c'est un problème. On ne peut pas prendre des aliments qui sont riches en protéines pour en faire de la simple nourriture pour les plantes. Il faudrait faire mieux avec ça. Faire mieux. On peut aussi mettre ces matières-là dans des grands réservoirs fermés où est-ce qu'il n'y aura pas d'oxygène qui va rentrer, mais on ne laissera pas les gaz s'enfuir dans l'atmosphère. On va les collecter dans des tuyaux et on va pouvoir s'alimenter en énergie renouvelable, un gaz naturel renouvelable. Et c'est ce que la Ville de Québec est en train de faire en installant des grands biométhaniseurs. Donc, c'est des gros biodigesteurs qui vont nous permettre de produire de l'énergie avec nos résidus d'aliments. Mais encore une fois, je vous pose la question. S'il y a des aliments qui sont gaspillés, donc des aliments qui contiennent encore plein de protéines et plein de vitamines et plein de bons nutriments, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire du gaz avec? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose de mieux à faire que de sous-cycler, de baisser la valeur de nos aliments? Et c'est là qu'entre le principe de l'économie circulaire. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? C'est de créer des boucles qui permettent de recycler à l'infini différentes matières et de créer plein de boucles qui sont vraiment différentes. Des boucles qui sont adaptées pour chaque type de matière. Alors, l'économie circulaire en ville, c'est de produire des aliments dans la ville, gérer des aliments dans la ville et de recycler tout ça à l'infini. Et pour faire de l'économie circulaire dans nos milieux de vie, bien, on peut se fier au fonctionnement naturel des écosystèmes. Dans les écosystèmes, il y a un pilier qui s'occupe normalement de recycler toutes les matières organiques. Qui sont les animaux les plus abondants sur la planète et les plus importants pour le fonctionnement des écosystèmes? Les insectes, exactement. Et c'est là que je veux vous parler du principe d'économie circulaire. Je vous présente mon ami, un ténébrion. Son nom latin, Ténébrio molitor. Et ces insectes-là, bien, ce sont des insectes qui aiment manger toutes sortes de matières organiques. En fait, ces insectes-là, ça fait quelques années que je fais des projets de recherche en collaboration avec Tricycle, qui est un kiosque juste en haut ici. Donc, ces insectes-là, en fait, on peut leur donner plein de choses à manger. Ce que vous voyez ici, c'est par exemple du son de blé, de la drèche de brasserie, donc les résidus de grains après qu'on ait fabriqué la bière, des résidus de pulpe de fabrication de jus, de fruits ou de légumes. C'est sûr, quand on enlève le jus de fruits et qu'il nous reste derrière juste une pulpe qui est presque plus de jus de fruits dedans, c'est pas très intéressant pour vous et moi. On s'entend que c'est peut-être encore comestible, c'est propre, c'est correct, mais moi, personnellement, ça me tente pas beaucoup de manger des vieux fruits écrasés dans lesquels on a tout enlevé le jus et le sucre dedans. Mais mes ténébrions, ils en raffolent. Donc, en utilisant les insectes, on est capable de sauver des aliments qui finiraient normalement à l'enfouissement, au compostage ou à la biométhanisation. Donc, je suis capable de prendre des aliments qui contiennent encore des protéines et de les réinsérer dans la chaîne alimentaire de façon tout à fait naturelle, propre et traçable grâce aux insectes comestibles. Et c'est un peu comme ça qu'on dit qu'on est capable maintenant de sauver la planète une bouchée d'insectes à la fois. Bon, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va demain matin se convertir, abandonner totalement toutes nos traditions culinaires pour ne manger que des insectes, mais à chaque fois qu'on en ajoute un peu dans notre alimentation et qu'on retire une protéine qui a un impact plus grand sur l'environnement, bien, c'est bon pour la planète. Alors, j'ai fait des sondages aux Québécois, puis aussi en Europe, puis aux États-Unis. Et j'ai demandé
Pourquoi est-ce que vous voudriez manger des insectes? Et savez-vous, c'est quoi le déterminant numéro 1, la raison principale pour laquelle les gens acceptent de manger des insectes? Eh bien, c'est pour sauver la planète. Alors, les motivations environnementales des consommateurs sont souvent la raison qui fait en sorte qu'ils vont oser goûter des insectes ou les insérer dans leur alimentation. Et est-ce que c'est vraiment écologique des insectes? Bien, oui, en fait. Parce que si on compare un animal à sang chaud, comme une vache ou un cochon, à un insecte qui est un animal à sang froid, bien, ma vache, mon cochon, ils vont gaspiller beaucoup d'énergie qu'ils prennent dans leur nourriture à se chauffer, à chauffer leur corps. Mon insecte, lui, il n'a pas besoin de garder sa température interne à 37 degrés Celsius. Il va prendre la température de l'environnement autour de lui, ce qui fait en sorte que nos insectes sont des convertisseurs alimentaires beaucoup plus efficaces que les animaux à sang chaud. Donc ça, c'est une des principales raisons qui fait qu'on a besoin de moins de nourriture pour produire autant de kilos d'insectes. Autre chose, regardez la quantité d'eau nécessaire pour produire du bétail. C'est énorme. Tandis que les insectes sont très rationnels, ils n'ont vraiment pas besoin de beaucoup d'eau dans leur alimentation. Une autre chose, c'est l'espace. Imaginez-vous un élevage de vaches. Ça prend des grands pâturages, ça prend des grands bâtiments. On ne pourrait pas vraiment empiler les vaches toutes une par-dessus l'autre. Là, je pense on aurait des problèmes de bien-être animal. Je pense que nos vaches ne seraient pas d'accord. Mais si on pense à des ténébrions, en fait, les ténébrions, qu'est-ce qu'ils aiment par-dessus tout? C'est être collés les uns sur les autres, être vraiment serrés, tassés ensemble. En fait, s'ils ne sont pas assez serrés, tassés ensemble, ils grandissent moins bien. Ce sont des insectes grégaires qui aiment ça, être collés les uns sur les autres. En plus, ce sont des insectes qu'on peut élever dans des bacs et on peut empiler ces bacs-là jusqu'au plafond si on veut. Et ils vont être heureux. C'est des bonnes conditions pour eux. Donc, c'est ce qui fait en sorte que d'élever des insectes, ça prend aussi beaucoup moins d'espace. Et à travers tout ça, bien, ça nous permet de produire des protéines qui sont plus durables pour l'environnement. Alors, si on compare 1 kilo de protéines qui est faite par des ténébrions ou par du bœuf, on peut voir que le kilo de protéines faites avec du bœuf va émettre beaucoup plus d'équivalent CO2, donc un indicateur de gaz à effet de serre qui amène des changements climatiques, que les ténébrions. Donc, plus on mange des insectes ou des invertébrés bas dans la chaîne alimentaire, plus on est efficace dans notre alimentation. Ça vaut aussi pour ceux qui aiment les escargots. Là, c'est très bas dans la chaîne alimentaire des invertébrés. Donc, moins on mange de grands animaux à sang chaud, qui prennent de l'espace, qui ont besoin de beaucoup de moulées, plus on réduit l'empreinte carbone de notre alimentation. Et c'est aussi intéressant au niveau de la consommation énergétique. Bien, on gaspille moins d'énergie. Reste qu'on est au Québec, il faut quand même chauffer nos bâtiments en hiver. Mais dans le cadre du congrès scientifique qu'il y a eu la semaine dernière, on a des collègues français qui nous ont dit qu'en fait, ils pouvaient chauffer leurs bâtiments juste avec la chaleur dégagée par les insectes. Quand les insectes, ils mangent puis ils se frottent les uns sur les autres, ça génère quand même de la chaleur. Et eux, ils sont capables de ne pas avoir de système de chauffage du tout pour passer à travers l'hiver. Bon, vous allez me dire, c'est des Français, leur hiver est peut-être un peu moins rigoureux que le nôtre, mais quand même, ça veut dire qu'il y a aussi de l'intelligence énergétique qu'on peut faire derrière ça. Alors, qui aime manger des insectes? Ah, ben c'est bien ça. Moi, j'allais commencer plus bas, là. Les poules. Les poules, là. Sérieusement, ceux qui ont des poules, là, vous ouvrez la porte dehors. Qu'est-ce qu'ils vont faire la première chose? Partir à courir dans votre pelouse, gratter par terre, essayer de trouver tous les insectes qu'ils peuvent trouver. Évidemment, ça fait partie de leur régime alimentaire naturel que de manger des insectes. Encore dans les sondages qu'on a réalisés, quand on demande aux consommateurs, seriez-vous prêts à manger des animaux comme des poules qui se sont nourris d'insectes? Ben, pour le poisson, pour les poules, les gens sont habitués. Ils disent, ben oui, c'est normal, ma poule, elle va aller manger des insectes. Donc, les gens sont prêts à manger des animaux d'élevage qui ont mangé des insectes. Et ça, c'est pas négligeable. Ça veut dire que si on donne des résidus organiques à des insectes qui en raffolent, comme des larves de mouches là, qui grandissent super vite, puis qu'on prend ces larves de mouches-là puis qu'on les donne aux animaux qui veulent bien les manger, comme les poules, comme les poissons, puis c'est bon pour leur santé. Mais après ça, les consommateurs peuvent avoir une alimentation qui contient des animaux conventionnels, mais qui a un impact environnemental moindre que de simplement avoir coupé toutes les forêts pour faire des champs puis des pâturages. Donc ça, c'est intéressant.
un autre être cher qui aime bien manger des insectes. Vous avez peut-être des animaux de compagnie à la maison. C'est sûr que ceux qui ont des geckos, des lézards, des grenouilles, ils sont habitués à donner des insectes. Mais saviez-vous que chez les chiens, par exemple, l'alimentation à base d'insectes pouvait être hypoallergène? Donc, ceux qui ont des pauvres chiens qui prennent des allergies, qui se grattent et qui perdent leur poil, quand on met des insectes comme protéines dans leur alimentation, ça les aide, ça les protège. Et quand on demande aux consommateurs, est-ce que vous donneriez des aliments pour animaux de compagnie qui contiennent des insectes? Bien, les Québécois, ils répondent, ben oui, c'est sûr. Totalement, ou genre, je pense que oui. Il y a très peu de gens qui se disent non, 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 moi, je veux rien savoir. Il n'y a aucun insecte qui rentre, même pas sous forme de croquettes pour chat dans ma maison. Et là, ça, c'est en train de se passer. Il y a de plus en plus de compagnies au Québec qui développent des produits pour animaux de compagnie qui contiennent des insectes et ça aide à abaisser l'empreinte environnementale pour nos animaux. Autre élément d'acceptabilité, en fait, on a demandé à des consommateurs pourquoi est-ce que vous ne voulez pas manger d'insectes, à ceux qui n'avaient jamais mangé. Parce qu'en général, les gens, ils osent goûter, ils aiment ça. Ceux qui ont goûté une fois, en plus, ils répètent leur expérience. Mais il en reste quand même une petite portion de consommateurs qui sont toujours pas prêts à consommer des insectes parmi les Québécois. On leur demande, mais pourquoi? Les motifs qui sont les plus évoqués, c'est l'apparence. Moi, sérieux, voir une bébite que je reconnais puis me la mettre dans la bouche, pas capable. Mais par contre, si tu me la réduis en poudre, en farine, puis qu'elle est cachée dans une recette, ça passe. La culture, ben, on n'a jamais fait ça dans ma famille, je ne sais pas comment faire. Peut-être que si je m'inspire ailleurs dans le monde, je vais vouloir le faire. Et la texture, même chose. Quand ça fait crunch-crunch dans la bouche, on se dit « c'est dégueulasse », mais pourtant, on mange des Rice Krispies, là, tu sais. Donc, au Québec, on a, depuis quelques années, développé des produits dans lesquels on va cacher les insectes. Des pâtes alimentaires qui sont enrichies en protéines. On va avoir mis de la poudre d'insectes à l'intérieur. Loin des yeux, loin du cœur, ça passe un peu. Autre chose, des barres tendres. Encore une fois, il ne faut surtout pas qu'il y ait un insecte reconnaissable là-dedans, mais si c'est bien caché, je le sais que c'est bon pour la planète, c'est déjà tout prêt à manger, je vais oser y goûter. Donc ça, c'est de plus en plus intégré dans l'acceptabilité des aliments pour les consommateurs au Québec. Il y a l'Insectarium de Montréal qui a eu des activités croque-insectes là, depuis les 20 dernières années. Là. Il y en a plusieurs qui avaient été organisées. D'ailleurs, c'est probablement là que j'ai été initiée, moi aussi, comme bénévole en servant des sushis qui contenaient des grillons dedans, puis des petits scorpions. Mais ça, c'est des activités de sensibilisation comme aujourd'hui où est-ce qu'on sort de l'ordinaire. Là. On essaie vraiment de concentrer plein d'insectes, puis c'est pas nécessairement l'alimentation courante, mais c'est un excellent moyen de sensibiliser les gens. Puis ça, on a une tradition au Québec de faire des événements spéciaux pour consommer des insectes. Mais là, si on veut sauver la planète à coups de bouchée d'insectes, ce n'est pas seulement une fois par année qu'il y a un salon ou une exposition qu'il faut le faire. Il faut en intégrer un peu tous les jours dans notre alimentation. Et pour réussir à le faire, il va falloir passer par les chefs cuisiniers. Pourquoi? Parce qu'un peu comme moi, je suis une scientifique, vous me faites confiance sur les enjeux scientifiques de questions environnementales, si on veut intégrer des nouveaux aliments, on va faire confiance aux chefs cuisiniers qui sont les plus grands spécialistes de ces enjeux-là. Donc, on voit ici Bob le chef qui est en train de cuisiner avec nous des petits carpaccio de betterave sur lesquels il y avait des petits insectes dans la biscotte, un petit riz mexicain sur lequel on a voulu ajouter de la texture, on a mis des ténébrions entiers séchés. Et ça, on fait confiance aux chefs. On fait confiance aux chefs pour même nourrir nos propres enfants. Imaginez, vous voulez toujours ce qu'il y a de mieux pour vos enfants. Si un chef cuisinier qui vous dit, ouais, ces biscuits aux pépites de chocolat, là, ils contiennent 10 de farine de ténébrion, mais ils sont excellents, ça risque de mieux passer. Puis les enfants, pour de vrai, on peut leur faire manger à peu près n'importe quoi, tant que c'est bon, puis ça ressemble à quelque chose qu'ils ont déjà vu, ou même par curiosité. Donc, vous pourriez aller voir, Bob le chef a cuisiné avec des ténébrions déjà. Il y a une recette de biscuits à base de ténébrions qui est disponible. Autre place où on peut cacher les insectes, au déjeuner, on veut ajouter un peu de protéines. Tu sais, des crêpes, c'est vraiment succulent, mais c'est vraiment sucré, puis ça ne nous soutient pas si longtemps que ça. Mais si on ajoute de la farine de ténébrion à l'intérieur, à hauteur de 10 si vous voulez une recette qui lève un peu avec la pâte, la farine d'insecte ne se comporte pas comme la farine de blé. Si vous en mettez trop, ça va devenir très lourd. Donc, si vous voulez faire un pain, par exemple, mettez pas plus que 10 de farine d'insecte, sinon votre pain, il va être comme une roche. T'sais. Mais dans des recettes comme ça, on peut quand même ajouter 10 ça change pas tant le goût. Le goût, il est délicat, puis ça nous permet d'ajouter de la protéine.
Pour ceux qui sont intrépides, qui se disent non, mais moi, je veux que ça crunche puis je veux le voir, ben, on peut faire des pop-corn au caramel. Puis là, au lieu d'insérer des arachides pour faire du croustillant puis de la protéine, ben là, on met nos ténébrions entiers. Donc, vous voyez des petits ténébrions ici. Cette recette-là est allée à Salut Bonjour à la télé. Il y a plein d'enfants qui en ont mangé puis en ont raffolé. C'est une recette qui est disponible aussi sur notre site web. Et enfin, c'est important de savoir qu'est-ce que ça goûte, les insectes. Donc, on a organisé des panels avec des chefs cuisiniers de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. On leur a donné à l'aveugle différentes bouchées d'insectes, différentes façons de cuire les insectes même. Imaginez-vous le même ténébrion. Si on le cuit plus, il sort des notes de cacao ou de café. Si on le cuit moins ou qu'on le cuit à basse température, il va sortir des notes d'algues, de champignons. Et entre les deux, moi, c'est la dose que je trouve parfaite, grillée à point, ça goûte la noisette. Donc, c'est un goût qui est très délicat, qui n'est pas choquant. Et c'est grâce à des chefs cuisiniers qu'on a réussi à caractériser le goût qui était idéal, quelle cuisson on doit atteindre pour nos ténébrions. Donc, on travaille avec des chefs, évidemment, eux, ils apprennent à relayer ça dans leur culture culinaire et ils en intègrent dans toutes sortes de recettes de haute gastronomie. Mais on peut aussi intégrer ça dans des aliments qui sont plus réconfortants, plus chaleureux. Donc, vous voyez ici des dumplings. Est-ce que vous aimez les dumplings? Oui, c'est bon, hein? Est-ce que vous savez vraiment ce que vous mangez quand vous mangez des dumplings? Mystère, c'est pas important. Tant que c'est chaud, que c'est moelleux, que c'est savoureux, on va en manger. Bien, ces dumplings-là sont au ténébrion et ils font vraiment le bonheur de ma famille. Autre place qu'on peut cacher des insectes dans des aliments un peu nouveaux, mais qui sont inspirés de d'autres cultures. Bien, ça ici, c'est des feuilles de vigne que j'ai récoltées dans mon jardin et c'est les mains de mon amie Mélissa Molène-Dupuis qui est en haut ici, qui est en train de rouler un rouleau de feuilles de vigne. Et à l'intérieur, au lieu de mettre de la viande hachée, bien, on a mis des petits bouts de ténébrion, tout simplement. Et ça fait une feuille de vigne qui est riche en protéines, qu'on peut vraiment manger comme aliment complet. Autre place, en Amérique du Nord, on aime bien ça, manger des hamburgers. Bien là, je vous présente 3 types de boulettes. Une qui est faite végétarienne, qui contient des œufs comme liant. Une qui est faite à base de porc et une qui est faite à base de bœuf, dans laquelle on a remplacé une partie de la viande par des insectes. Donc là, ici, je vous ai montré des insectes qui sont visibles, mais il y a aussi moyen de prendre les insectes et de les broyer en entier. La recette à base de porc, c'est 1/3 de ténébrion, 1/3 de porc haché et 1/3 de champignons, comme des pleurotes. On met tout ça dans le blender et on fait une pâte avec. Et vraiment, le goût, il est excellent. Moi, je le parfume un peu à l'asiatique avec de la coriandre, avec du gingembre. Donc, ça peut nous faire des hamburgers comme ça. Celui-ci, c'est simplement des légumes râpés, des carottes, des zucchinis, des oignons qu'on fait frire dans l'huile avec un petit peu de poudre d'insectes. On peut faire aussi des biscuits. Je vais vous inviter à aller goûter chez Tricycle en haut. On a un biscuit qui s'appelle circulaire. Pourquoi il est circulaire, en fait? Merci. C'est parce que c'est un biscuit qu'on fait avec une boulangerie. La boulangerie nous donne ses résidus de farine qu'elle n'utilise pas. Nous, on nourrit nos insectes avec. On leur redonne de la poudre d'insectes et ça boucle la boucle. Ça nous fait un biscuit qui est circulaire. Vous pourrez aller y goûter si vous voulez chez Tricycle tout à l'heure. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est que quand on élève n'importe quel animal, bien, ces animaux-là, ils font du fumier, ils font du caca d'insectes. Et ce fumier-là, bien, c'est un engrais naturel qui existe depuis que le monde est monde. On appelle ça du frass, ça vient du mot allemand, fressen, qui voulait dire dévorer. Donc, tout ce qui est laissé derrière quand les insectes ont dévoré des aliments, c'est ce qu'on voit ici qui ressemble à du sable blond d'une plage dorée. Mais imaginez-vous donc que c'est un fertilisant qui est excellent, qui est accepté en agriculture biologique aussi. Donc, les insectes, après nous avoir aidés à sauver des aliments et nous faire des aliments délicieux, bien, ils nous aident aussi à fertiliser les plantes pour que le cycle continue. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'avec des bouchées d'insectes, on peut sauver le monde, une bouchée à la fois. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre visite. J'aimerais remercier mes collègues de l'Institut national de la recherche scientifique d'avoir commandité l'événement. Félicitations pour l'organisation de l'événement cette semaine. Et si vous êtes curieux d'aller voir les recettes à base d'insectes, je vous invite à aller voir mes collègues chez Tricycle.